Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'économie. À ce mois-ci, une question: quel avenir pour Air Corsica? La compagnie régionale aérienne doit réaliser 15 millions d'euros d'économie d'ici 3 ans. Nous verrons comment avec mon invité Philippe Dandrieux, le président du directoire d'Air Corsica. La compagnie aérienne est le premier transporteur aérien de Corse, mais elle doit faire face à une forte concurrence. Qui sont ces compagnies qui sillonnent le ciel corse? C'est le dossier d'économie. DSP, un sigle pour une mission, la délégation de service public. C'est la vocation première d'Air Corsica. De quoi s'agit-il? Comment ça se passe? C'est le décodage. Il est signé Caroline Ferrer. Outre l'aérien, autre secteur hautement qualifié en Corse, l'aéronautique. Le PIAC, le pôle des industries aéronautiques de Corse, compte 7 entreprises autour de la tête de proue Corse Composite Aéronautique. Ces entreprises n'en finissent plus de décoller à tel point que leur carnet de commandes est complet pour les 5 prochaines années. C'est le portrait d'entreprise de cette émission. Autre acronyme, la RAS, entendez par là la retenue à la source. Ce nouveau dispositif de prélèvement de l'impôt devra s'appliquer le 1er janvier 2018. C'est une nouvelle contrainte tant pour l'employeur que pour le salarié. Dans la pratique, comment cela devrait se passer? C'est l'info pratique de ce mois. Elle est signée Linda Gendre-Perrette. Et puis, vous retrouverez votre feuilleton mensuel avec les acteurs présents et futurs de l'entreprise. Ce mois-ci, enfin, c'est le début des épreuves des Olympiades pour Thibaut. Mais tout de suite, focus sur l'actualité économique du mois écoulé. C'est le JT de l'Écho. Il est signé Sébastien Lugiani. Après de vifs débats, finalement, des permis de construire pour plus de 60 000 m² d'hypermarchés ont été autorisés à la sortie nord d'Ajaccio. Mais les 3 zones commerciales qui se construisent autour sont bien plus étendues encore. L'ouverture s'échelonnera entre 2017 et le premier trimestre 2018. Les promoteurs annoncent des centaines d'emplois. Ce sera que des emplois en CDI. C'est notre objectif avec bien sûr une polyvalence et une pluriactivité sur l'ensemble des postes. Parce que ça reste quand même une condition objective pour nous permettre de faire des CDI de ce niveau-là. À quelques jours du coup d'envoi de la saison touristique à Saint-Florent, hôtels et restaurants se préparent. Beaucoup mettent un point final à leurs travaux. Le but, accueillir au mieux la clientèle. Dans cet hôtel, 500 000 € ont été investis, des investissements facilités par le crédit d'impôt. Nous, c'est important parce que la demande est de plus en plus exigeante. Les personnes souhaitent des chambres de plus en plus grandes, de plus en plus spacieuses, de plus en plus de confort. Tourisme et formation. Les vacanciers étrangers sont toujours plus nombreux, plus 8% dans l'île entre 2015 et 2016. Pour gagner en qualité d'accueil, certaines entreprises proposent à leurs salariés des formations en langue anglaise. Nous avons pris le parti de former nos salariés, de leur donner davantage de compétences pour qu'ils puissent aussi, pour que ce soit un tremplin aussi dans leur carrière professionnelle. Sport et éco, le fitness attire un public de plus en plus nombreux, 270 personnes par jour dans cette salle. Conséquence, les établissements consacrés à cette activité se développent dans l'île, 50 sur l'ensemble du territoire, un marché en plein boom. Air Corsica a été créé en 1989 par la collectivité territoriale de Corse afin d'offrir une desserte aérienne conforme aux besoins des résidents corses. Ce service se traduit par une délégation de service public, la DSP. C'est le décodage de cette émission. Caroline Ferrer, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez nous expliquer ce qu'est qu'une DSP et comment cela fonctionne. Tout d'abord, il faut savoir que la mission première d'Air Corsica, c'est une mission de service public. Alors, à quelles obligations la compagnie service public doit-elle se plier? Concrètement, Dominique, il s'agit d'assurer un service à la population locale afin d'assurer la continuité territoriale entre la Corse et le continent. Concrètement, il s'agit de surmonter ce handicap qu'est la mer et qui sépare l'île du reste du territoire en facilitant les transports et en réduisant leurs coûts.
Il faut pour cela une délégation de service public, vous l'avez dit, que ce soit pour le maritime ou pour l'aérien. Il faut répondre à un appel d'offres géré par la collectivité territoriale de Corse via son office des transports. Depuis le mois de mars 2016 et pour une durée de 4 ans, ont donc été désignés par la convention de service public Air Corsica pour la desserte entre les 4 aéroports de Lille et Marseille et Nice, c'est ce qu'on appelle le bord à bord, et le groupement Air Corsica Air France Hop pour la desserte entre Lille et Paris-Orly. Alors, quelles sont les obligations de la compagnie ? Air Corsica a de grandes obligations en termes d'horaire, de fréquence de vol et naturellement de tarifs réduits. Alors, en termes d'horaire, il existe une obligation d'amplitude afin de permettre des allers-retours dans la journée et dans les deux sens. Cette amplitude doit être de 10 à 11 heures dans le sens Corse-Continent et de 7 à 8 heures dans le sens Continent-Corse, des obligations qui ne valent pas toutefois pour les aéroports de Figari et de Calvi. En termes de fréquence de vol, maintenant, du lundi au vendredi, il faut qu'il y ait au minimum 6 vols entre Ajaccio et Bastia d'une part et Paris, Nice, Marseille d'autre part. Il faut qu'il y ait au minimum 2 vols entre Figari, Calvi et Nice et au minimum 4 vols entre Figari et Marseille. Concernant les dotations de l'Office des Transports, depuis 2009, elles sont de 72 millions d'euros par an et réparties de la façon suivante: 37 millions et demi d'euros pour le bord à bord, on l'a vu, Nice et Marseille assurés uniquement par Air Corsica, et 35 millions d'euros pour Paris avec un partage à moitié-moitié avec Air France. Alors, comment est calculé le prix de ce billet ? Le prix d'un tarif résident basique correspond globalement à un plein tarif. Ces prix ont été fixés par la collectivité territoriale et en théorie évoluent peu. Sauf que, Dominique, ils évoluent quand même parce qu'ils sont indexés sur des variables économiques comme le coût du kérosène ou le coût de la main-d'œuvre. Conséquence, la plus forte hausse, c'est pour le vol Paris, pour le résident Paris, qui a augmenté de 28% depuis 2010. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients pour la compagnie ? Alors, les avantages, c'est déjà une garantie d'activité pendant 4 ans. Et puis, il y a aussi le monopole, puisque concrètement, il est impossible pour une autre compagnie de se positionner sur le Ajaccio-Orly ou sur le Bastia-Orly. C'est pour ça que la compagnie EasyJet, notamment, s'est positionnée sur le Roissy. Mais il y a aussi des inconvénients, puisque en 2020, il faudra répondre à un nouvel appel d'offres. Et là, pour l'instant, Dominique, on n'en connaît pas encore les contours. Merci Caroline, en tout cas, pour ce décodage. Le mois dernier, Ajaccio accueillait le salon Connect. Ce grand rendez-vous professionnel a rassemblé quelques 500 acteurs du transport aérien venus de toute l'Europe. L'occasion pour Maya Gradiani et Tariq Kaldi de rencontrer les principales compagnies qui desservent la Corse. Quelles sont-elles ? Y a-t-il des places pour tout le monde ? Et en toute période, c'est le dossier d'Economia. Quelle destination choisiriez-vous ? Par la destination de Porto vers le Portugal, 415. En 2015, plus de 20 000 avions sont passés sur les tarmacs des aéroports insulaires. 2 sur 3 avaient pour origine ou destination Marseille, Nice ou Paris. Et le reste du trafic, eh bien, il se partage entre les villes de province et les lignes internationales. Elles ne représentent que 13% du trafic, mais sont en constante augmentation. En fait, avec 5,3% de passagers supplémentaires en 2016, c'est tout le secteur aérien qui s'envole et qui grignote des parts de marché au maritime. À part Calvi, tous les aéroports de l'île ont établi des records de trafic l'année dernière. Qu'elles soient régionales ou étrangères, de services publics ou low cost, à l'année ou juste l'été, toutes les compagnies veulent profiter de ce marché. Quelles seront les lignes de demain? Quelles compagnies vous accueilleront à bord de leurs avions? Tout ceci se négocie au moins un an à l'avance. Et en 2018, les programmes de vol seront en partie made in Corsica, puisqu'en février, Ajaccio a accueilli ici, au Palais des Congrès, l'un des plus grands salons aériens d'Europe, Connect. Connect, c'est la grand-messe annuelle des aéroports. Dans ce salon professionnel, une grande partie des contrats est initiée, consolidée ou finalisée. Maroc, Pologne, Russie et France, bien sûr, en tout 230 aéroports de toute l'Europe et du Maghreb sont représentés ici. En face, 65 compagnies aériennes, des très grandes avec des centaines d'avions et des toutes petites avec quelques avions seulement. Que recherchent-ils? Quels sont leurs arguments dans les négociations? Et la Corse dans tout ça? Allez, venez, on va jeter un œil à l'intérieur.
Bonjour Thomas, ça va? Pendant 2 jours, dans la salle réservée au rendez-vous, les rencontres s'enchaînent entre compagnie et aéroport. 30 minutes, montre en main. Marie-Antoinette Santoni-Brunelli est directrice des programmes d'Air Corsica. Pour elle, le secret, c'est de respecter à la fois les obligations de service public, les contraintes humaines, commerciales et techniques. Premiers à s'asseoir autour de la table ce matin-là, les représentants de l'aéroport de Marseille, une escale ultra régulière d'Air Corsica. Il ne s'agit donc pas de parler ouverture de ligne, mais nombre de sièges et optimisation des services. De mémoire, par rapport à 2016, c'est environ 40 000 sièges de plus. Deuxième rendez-vous, Zurich. Il y a quelques années, la compagnie régionale avait ouvert une ligne vers cet aéroport et elle pourrait réitérer l'expérience si le marché en vaut le coup. Pour la directrice des programmes et le directeur commercial, l'enjeu c'est d'engranger le maximum d'informations. Ce sont des lignes que nous allons cibler bien évidemment. Nous travaillons avec le directeur commercial de sorte qu'il y ait une estimation du trafic potentiel et puis en fonction des études que ces aéroports nous délivrent et en fonction surtout de la flotte avion. Donc voilà, c'est une réflexion que nous menons au-delà de ces rendez-vous, en réunion bien évidemment en interne de la compagnie. Et tout ça est chapeauté par la direction générale qui définit bien évidemment le réseau et la flotte de la compagnie. Candidat suivant, les aéroports de Rennes-Dinard. Pour les Bretons, c'est opération séduction. Rennes, une population qui grossit 2 fois plus que la moyenne nationale, 7e ville en France, 7e métropole en France. On est à plus de 55% des gens qui choisissent de partir de Rennes avant la destination et le prix en fait. Donc ça c'est très important. Aujourd'hui, principalement au départ de Rennes, on travaille avec la compagnie Hop vers les destinations de Figari, Ajaccio, Bastia, mais sur des fréquences 1 fois par semaine. C'est largement insuffisant par rapport à la clientèle bretonne qui souhaite venir tout au long de l'année, alors notamment ceux qui ont des résidences secondaires, mais je pense aussi qu'on a un potentiel pour venir exporter les Bretons en Corse tout au long de l'année. Mais ouvrir une ligne, ça ne se fait pas comme ça. Air Corsica doit faire des choix drastiques. Première contrainte, elle n'a que 11 avions à sa disposition, 6 ATR 72 et 5 Airbus A320. Contrainte numéro 2, les obligations de service public. Elles assurent un trafic régulier à la compagnie régionale, mais réduisent aussi sa marge de manœuvre. Le problème que nous rencontrons aussi, c'est l'effet saisonnalité, parce que l'ouverture de certaines lignes, eh bien, elle est pertinente sur la saison été, pas forcément sur toute l'année. Donc ça, c'est un petit peu le problème pour construire un programme de vol sur une année avec une flotte qui est la même du 1er janvier au 31 décembre. Un peu plus loin, la compagnie Volotea a 4 tables de rendez-vous. Ils ont rencontré 85 aéroports dans la journée. Depuis sa création en 2012, la compagnie aérienne espagnole enregistre une croissance annuelle supérieure à 30%. Leur credo, le low cost. Aucune obligation de service public, pour eux, c'est rentabilité avant tout. On est une compagnie très saisonnière. Malgré tout, on a tellement stimulé le marché que maintenant on pense aussi à faire des opérations toute l'année. Edo Friard est directeur du développement de Volotea. Pour lui, pas de doute, la Corse est le fer de lance de la compagnie sur le marché français. C'est vrai que depuis 2012, on a créé un grand nombre de lignes, 23 lignes au total, sur la Corse, depuis les régions françaises. La stratégie, c'était vraiment de répondre à une demande qui n'était pas satisfaite. Le directeur du développement de Volotea ne se considère pas comme un concurrent d'Air Corsica. Pour lui, les 2 offres sont complémentaires car elles ne seraient pas destinées à la même clientèle. Selon ses projections, rien que sur la Corse, Volotea pourrait transporter 1,6 million de passagers en 2017, soit un demi-million de plus que l'année dernière. Mais qui sont les aficionados des avions rouges et blancs ? C'est avant tout une clientèle loisir, c'est aussi une clientèle ce qu'on appelle affinitaire, c'est-à-dire des gens qui vont voir leur famille et leurs amis. Et c'est pas que des gens des régions françaises qui viennent en Corse, mais c'est aussi beaucoup de Corses qui vont voir leur famille, leurs amis en région française. Et pour le coup, quand on arrive à stimuler très fortement la demande, il y a aussi beaucoup de business qui peut se créer, mais ça représente environ, je dirais 15-20% des passagers de Volotea pour l'instant. Cette année, la compagnie ibérique a fait le pari de maintenir 2 lignes régulières vers Bastia toute l'année. Et si ça marche, elle en fera de même à Ajaccio. Pas de projet de ce genre pour Figari qu'elle n'exploite qu'en haute saison. Quant à Calvi, les avions de sa flotte ne sont pas adaptés aux contraintes techniques de l'aéroport. Ouvrir des lignes hors saison, c'est aussi la volonté des professionnels du tourisme insulaire.
peut pas y avoir d'étalement de la saison aérienne sans étalement de la saison. Ce qui est certain, c'est que nous prenons bien évidemment un étalement de la saison. Nous essayons de privilégier l'avant et l'arrière-saison. D'une part parce que il est à peu près évident que la fréquentation touristique en juillet-août est déjà extrêmement importante, voire excessivement importante, et que nos aéroports, en particulier celui de Fir, ne seront pas forcément en capacité d'absorber beaucoup plus de trafic durant ces 2 mois. Attirer les touristes hors saison pour développer l'aérien, est-ce vraiment la solution et comment faire? Luigi Valero est consultant en aviation à Olbia. Pour lui, la Sardaigne et la Corse sont en retard sur les Baléares. Les Baléares, en particulier l'île de Majorque, il y a eu une croissance très différente du trafic qui est due particulièrement au fait que dans le Baléares, ils ont commencé avec le développement touristique il y a depuis longtemps. La Sardaigne et la Corse ont parti un peu plus tard et on le voit comme réflexion dans le liaison aérien qu'on peut trouver, en particulier pendant la saison hivernale. Pour lui, si la Sardaigne et la Corse veulent attirer les touristes l'hiver, il faut qu'elles proposent une offre compatible avec leur climat. Exit les activités de plein air, misez plutôt sur les musées, les expositions ou encore les événements sportifs et culturels. Mais le secret d'un trafic aérien constant en toute saison, c'est aussi et surtout des locaux qui voyagent. Si on considère les 3 aéroports de la Sardaigne, Olbia, Alghero et Cagliari, on peut dire que sur Cagliari, qui est la ville plus importante de l'île, on a déjà un bassin de trafic qui est naturel, quasiment 1 million de passagers, qui garantissent pendant toute la saison, soit hivernale, soit estivale, du trafic local qui se bouge de l'île. Si on se bouge au nord-est de la Sardaigne, sur la ville d'Olbia, la ville elle-même, c'est une petite ville de 60 000 habitants avec un aire de potentiel trafic de pas plus que 200-250 000 habitants. C'est beaucoup moins que Cagliari et on le voit pendant la saisonnalité. La différence est énorme. À Cagliari, le trafic aérien passe de 1 à 3 entre février et août. Dans les autres aéroports de l'île, le phénomène est démultiplié. On passe de 1 à 16. La Corse, elle, est beaucoup moins peuplée que sa voisine du sud. Il faut être raisonnable, on est sur un marché qui reste de taille petite. Hervé Pierret est membre du directoire d'Air Corsica. Son credo pour développer la compagnie, innover, optimiser et mettre en avant la Corse. Nous, on a 50% du marché vers la Corse à l'année. Alors évidemment, on fait quasiment la totalité en hiver et puis on fait un peu moins de 40% en été. Donc ça donne une idée que derrière, eh bien, on va croître avec nos moyens économiques, notre capacité d'investissement, 1-2 avions de plus, pour aller chercher la croissance. Mais cette croissance, elle va être estivale et à nous de construire des modèles économiques innovants derrière, de telle sorte que, évidemment, cette saisonnalité soit au mieux gérée et qu'on n'ait pas à payer les coûts fixes l'hiver. Pour assurer le rush estival et alléger les coûts l'hiver, la compagnie régionale a mis en place des accords. Certains sont commerciaux, comme celui historique passé avec Air France qui permet, entre autres, de faire appel à la gigantesque flotte de l'opérateur national. Ou, plus récemment, l'accord passé avec British Airways, qui permet de garantir aux passagers des liaisons entre la Corse et la Grande-Bretagne en toute tranquillité. Restent les trucs et astuces auxquels on n'aurait pas pensé. Par exemple, nous avons noué un accord de partenariat pour nos pilotes, où on a qualifié une partie de pilotes qui sont en Airbus A320, qui volent l'été chez nous, et qui sont partiellement utilisés l'hiver, en A330, donc ils vont faire du long courrier au départ d'Orly sur la Martinique et de la Guadeloupe. C'est le cockpit d'un Airbus, aujourd'hui c'est une famille d'avions, c'est le même cockpit, il y a 5 jours de cours supplémentaires pour passer de l'A320 d'Air Corsica à l'A330 d'Air Caraïbes. C'est un accord gagnant-gagnant, la saisonnalité est inversée, faisceau touristique important en Martinique, en Guadeloupe l'hiver, haute saisonnalité touristique en été pour Air Corsica. Tout le monde y trouve son compte et nous évidemment on diminue nos coûts. Lorsqu'on lui parle de long courrier au départ de la Corse, Hervé Pierret ne peut s'empêcher de sourire. Ce n'est pas très réaliste, en tout cas pas dans l'immédiat. Aujourd'hui aussi, les infrastructures, la longueur des pistes, l'aéroport font qu'on accepte difficilement des gros porteurs qui sont les avions de référence en long courrier. Donc voilà, on peut toujours rêver. Le monde de l'aviation est plein d'innovations et de nouveautés. Voilà, ça change très très vite, mais voilà, des nouvelles technologies, de nouvelles évolutions. L'échelle de temps, c'est une génération, c'est une trentaine d'années. We'll be starting in 5 minutes in the conference room on the first floor.
Depuis l'année dernière, Air France et Air Corse ont décidé de connecter les 4 aéroports de l'île au plus grand hub d'Europe, Roissy-Charles de Gaulle. Un hub, c'est un gros aéroport spécialisé dans les correspondances entre court, moyen et long courrier. Autrement dit, un gros carrefour où se croisent des avions venus des 4 coins du monde. Ici, chaque semaine, 10 000 avions arrivent et repartent. En tout, les voyageurs ont le choix entre 25 000 combinaisons de correspondance. Un jour comme aujourd'hui, pris au hasard, on a un Édimbourg, on avait un Havane qui vient de partir, on a Casablanca, bon, Cotonou en Afrique, mais on a Dublin, Ouagadougou, Détroit, Wuhan en Chine, Atlanta, Dakar, Moscou, Londres, Bangkok. Viviane Dalmas est chargée de mission Air France pour la Corse. Son cheval de bataille, développer la destination corse à l'année. Les correspondances à Roissy, elle y croit, dur comme fer. Grâce au positionnement de nos vols, on ouvre plus d'une centaine de destinations et une cinquantaine de pays à la Corse. Et le hub est un moyen de lancer un tourisme. Après, rien n'empêche que quand les courants touristiques ont été vraiment très développés, de lancer des vols directs. Mais dans un premier temps, on ne peut que passer par un hub pour développer une destination. Ouvrir la Corse au monde et vice-versa. Viviane Dalmas connaît bien le marché insulaire, elle le sait, la plupart des touristes qui viennent en Corse arrivent du continent. Et pour les Français, Corse égale été. Mais pour les étrangers, tout reste à faire. Alors la chargée de mission mise beaucoup sur des avions comme celui-ci. C'est un vol pour Montréal, et Montréal c'est une destination qui plaît à la fois aux Corses, mais en plus les Canadiens adorent la Corse. Et on a vraiment des ambitions très fortes pour faire venir des Canadiens, aussi bien francophones qu'anglophones, en Corse toute l'année. Et donc c'est vraiment un vol important pour nous. Vous êtes arrivé sur du Bastia-Roissy ce matin. Vous voyez, vous pourriez partir pour Montréal cet après-midi. Des valises remplies de pullovers pour le Canada et la Scandinavie ou pleines de maillots colorés, direction les Antilles ou Bali. Voyage en première classe ou à petit prix. Si l'on en croit les spécialistes, les globetrotters n'auront que l'embarras du choix dans les années à venir. Et sur les tapis des aéroports insulaires, que trouvera-t-on dans les bagages? Les professionnels du secteur réussiront-ils le pari de rendre la Corse attractive toute l'année? L'aérien continuera-t-il à creuser l'écart avec le maritime? Et toutes les compagnies profiteront-elles de cette envolée? Qu'ils soient opérateurs historiques ou fraîchement arrivés sur le marché pour faire face à ces enjeux, ils devront garder les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Le salon Connect, c'était donc le mois dernier à Ajaccio. Une fois lancé, l'événement incontournable pour le développement des liaisons aériennes en Europe et à travers le monde. Philippe Dandry, bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes président du directoire d'Air Corsica. Alors, un mot sur ce salon. Est-ce que ça a été l'occasion pour la compagnie Air Corsica de saisir des opportunités d'ouverture de lignes ? Des opportunités, oui, pour des ouvertures de lignes, c'est-à-dire que lors de ce salon, vous avez à peu près plus de 70 compagnies qui se sont présentées avec près de 200 aéroports, donc c'est un peu le marché qui se fait chaque année au niveau européen, et Air Corsica a trouvé effectivement des destinations qu'elle présentera au fur et à mesure de son évolution. Alors, vous étiez le transporteur officiel de ce forum. Alors, un mot sur Air Corsica, tout d'abord. Plantons le décor. C'est une compagnie de service public, elle est semi-privée. Son capital est de 15 millions d'euros. Il est essentiellement détenu par la collectivité territoriale de Corse, à hauteur de 66%. Avantage, vous avez le monopole donc, sur les lignes de service public avec ce système ? Nous avons le monopole, nous avons l'exclusivité de certaines lignes. Il faut toujours rappeler un petit peu, remettre les choses en perspective. Nous avons au départ des 4 aéroports corses, 3 exclusivités sur 3 lignes. Paris-Orly, Marseille-Provence et Nice-Côte d'Azur. Le reste de la France, le reste de l'Europe et le reste du monde est ouvert. Voilà. Donc nous représentons, parce que c'est important de le savoir, pratiquement avec Air France, la totalité de la desserte d'hiver, puisque le marché ne répond pas. Et nous desservons à peu près pour la moitié de la production de la Corse sur la période été.
Alors, je rappelle que du coup, vous êtes le premier transporteur aérien de Corse, avec plus d'1 700 000 passagers transportés l'an passé. Pour autant, vous avez annoncé récemment devoir faire 15 millions d'économies sur 3 ans. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que ce sont des choses que nous faisions habituellement. Nous les avons portées en perspective beaucoup plus organisée au niveau du conseil de surveillance qui l'a souhaité. Ça fait partie d'un plan d'action. Et pourquoi ? Parce que nous sommes dans une logique où nous voyons depuis plusieurs années d'autres opérateurs être présents. La notion de fonds publics, bien évidemment, qui fait partie de nos recettes en compensation qui diminue ou qui se stabilise. Et donc, bien évidemment, des efforts de productivité pour une entreprise, c'est tout à fait normal. Alors, on va voir comment vous allez mettre en œuvre ces efforts de productivité. Chiffre d'affaires de la compagnie, 183,4 millions d'euros. Donc malgré l'argent public mis au pot, finalement, ces lignes ne sont pas rentables ? C'est-à-dire si, elles sont rentables. Avec l'argent public, nous dégageons, alors il faut savoir que nous dégageons des bénéfices, que ces bénéfices sont néanmoins encadrés par la réglementation européenne. On ne peut pas dépasser 1,5 ou 2-3% du chiffre d'affaires, ce qui est relativement faible. Donc on navigue quand même dans des marges qui sont réduites. Et donc bien évidemment, il s'agit d'améliorer en permanence nos résultats, parce que les fonds publics sont stables, voire en régression, et que les coûts à côté augmentent, les redevances aéroportuaires, pas spécialement de la Corse, aéroport de Paris, la pièce avion coûte cher, vous avez des variations sur beaucoup de coûts, donc il y a une très grande volatilité des coûts dans cette activité. On n'est pas sur des budgets administratifs où on n'a que de la masse salariale à tenir, il y a un ensemble d'autres coûts qui sont importants, et donc il faut faire de la productivité. Alors on va tordre le cou à certaines rumeurs tout de même. Est-ce qu'il est vrai que seule la ligne Corse-Paris à Orly est rentable aujourd'hui, sur les lignes de service public, Non, et que Marseille, le bord à bord, et que Marseille et Nice ne sont pas rentables. Alors vous avez des lignes prises en analytique seules qui sont moins rentables avec une compensation, qui ne le sont pas. L'ensemble de certains réseaux, donc réseau de Nice est quelque chose d'assez proche de l'équilibre. Marseille dégage un petit peu de produits et Paris en dégage un peu plus. Tout ça, c'est un global. C'est-à-dire que la notion doit être vue globalement pour apprécier le résultat du service public. Alors, délégation de service public pour 4 ans. 2020, elle sera renouvelée. Faisons un petit peu de fiction. L'Office des Transports a annoncé la possibilité de supprimer cette DSP soit toute l'année, soit uniquement en période estivale sur la ligne Paris-Orly. Air Corsica peut-elle se passer de cet argent public ? Il y a la notion d'argent public et il y a la notion d'activité. Paris représente chez nous aujourd'hui la desserte Orly à peu près 40 à 45% d'activité. Il est évident que 40 à 45% d'activité ne se remplace pas en claquant dans les doigts. Donc bien évidemment, ça apporterait quelques difficultés à la compagnie qui pourrait replacer une partie de son activité ailleurs, mais à 40%, ça devient une autre compagnie. Alors quel est le scénario en cas de suppression de cette DSP ? En cas de suppression de cette DSP, je pense que pour le coup, Air Corsica serait une autre compagnie, c'est-à-dire qu'elle se reformaterait par de l'attrition. Elle aurait certainement des activités de remplacement, mais je ne pense pas qu'on puisse remplacer 40 ou 45% d'activité rapidement. Donc clairement, ça mettrait en danger la compagnie. En danger la compagnie et une partie de ses activités, donc de ses personnels. La flotte d'Air Corsica, c'est 11 avions, 6 ATR 72 de 70 places et 5 Airbus A320 de 180 places. C'est une petite flotte, mais elle est sous-exploitée en hiver. En fait, votre plus forte contrainte, c'est la saisonnalité. Exactement, c'est-à-dire qu'une partie de ce qu'on va appeler les frais fixes, c'est-à-dire les coûts d'investissement, les avions et une partie des personnels, ne sont employés au maximum, voire des fois un peu plus que le maximum sur la partie été. Et sur l'hiver, il y a toujours une certaine faiblesse, mais qui est liée à la dimension économique de la Corse. Il faut se rappeler qu'Ajaccio et Bastia, ce sont des villes qui ont à peu près la taille de Carcassonne. Même si c'est une île, il y a un trafic important, mais ça reste quand même faible. Donc, on ne peut pas développer à ce jour beaucoup d'activités, parce que les coefficients de remplissage le démontrent. Il y a des remplissages relativement faibles. C'est-à-dire, vous me donnez un exemple de coefficient de remplissage ? Vous avez certaines lignes qui vont vous faire du 40 ou du 45% de remplissage en plein hiver. Mais ça, c'est du service public pur. C'est-à-dire que sinon, il n'y a plus d'avion. Et pour un insulaire, il n'y a pas d'autre solution. Reste que vous avez quand même entamé une stratégie d'ouverture pour et commencer à chercher des lignes hors service public, vous le disiez, à destination d'aéroports secondaires comme Toulouse par exemple. Combien de lignes vous avez mis en place hors service public et quel type de clientèle ces lignes ciblent-elles ? Alors sur les 4 à 5 dernières années, on a dû ouvrir 20 lignes.
c'est assez peu connu, mais quand on les additionne, ça fait 20 lignes. Donc il y a eu du Lyon, on a repris du Lyon, du Toulouse, on a refait du Rhum sur certaines périodes, du Dole, du Liège, du Perpignan, du Saint-Étienne. Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites, avec des lignes qui sont ouvertes, d'autres qui sont fermées. Cette stratégie, si vous voulez, vise à essayer d'avoir une meilleure activité de notre entreprise sur la période d'hiver et bien sûr d'être là sur la période d'été également, là où des recettes plus intéressantes se font pour que l'hiver existe. Alors, d'ailleurs, un chiffre qui illustre cette forte saisonnalité, 83% des flux locaux sont assurés entre mai et septembre. En clair, le reste du temps, les compagnies vont voir ailleurs car la Corse n'est pas rentable. Comment vous faites, vous, pour vous maintenir coûte que coûte ? Eh bien, ça fait partie un petit peu de l'ADN de notre entreprise. On a été bâti pour ça, pour à la fois faire du service public, pour transférer de la valeur ajoutée sur la Corse, puisque les fondateurs de cette entité avaient prévu de faire en sorte qu'une partie de l'activité du chiffre d'affaires transport et de la valeur ajoutée créée se passe sur la Corse. C'est pour ça que Air Corsica est très attaché à sa desserte un peu monoculturelle de l'île. D'ailleurs, son nom et sa marque donnent bien le tempo. Et donc, nous arrivons aujourd'hui, par des efforts de gestion de tous, de nos personnels, de la façon de gérer les choses, à tenir, je dirais, la dure réalité du marché. En mettant par exemple en place, en période creuse, c'est-à-dire en hiver, c'est ce que vous appelez des escapades hivernales par exemple ? En partie, ça fait partie de ce schéma. Alors, dans votre stratégie d'ouverture au monde, vous êtes donc en quête de nouvelles lignes pour capter la population touristique. Cette semaine est inaugurée la liaison avec Bruxelles-Charleroi. La Belgique, c'est une clientèle touristique importante pour la Corse. C'est pour ça que vous êtes allé sur ce créneau ? Exactement. La Corse reste encore une destination qui est très francophone en matière de tourisme. Et donc les marchés suisses sont déjà bien occupés par certains opérateurs. Le marché belge l'était on va dire, par des opérateurs type charter. Nous avons commencé du Liège, qui avait une bonne zone d'attractivité, mais qui s'est avéré être répondre assez peu aux besoins de trafic que nous avions. Aujourd'hui, nous sommes sur Charleroi-Bruxelles, là où également les aéroports sont plus accueillants pour permettre un développement de la ligne. Et vous espérez que Charleroi fera mieux que Liège ? Ah, complètement, oui. Le secteur de l'aérien, on l'a vu dans le reportage précédent, est un secteur très concurrentiel. Alors Volotea, tout à l'heure, disait avoir une offre offensive sur la Corse. Il se présente comme une offre complémentaire à la vôtre. Alors, concurrent ou offre complémentaire ? À la fois concurrent parce que effectivement cette augmentation de lignes directes au départ des provinces françaises, voire de quelques villes européennes, a capté du marché qu'on avait traditionnellement par nos vols de correspondance sur le bord à bord, et complémentaire parce que Air Corsica ne peut pas tout faire, il ne pourra pas tout faire, on fera une partie, et ce problème de dimensionnement d'été, de saisonnalité, fait qu'avec des charges fixes importantes, on ne peut pas le faire. Alors pourquoi d'autres peuvent le faire ? Parce qu'ils sont sur des modèles économiques totalement différents, avec une optimisation fiscale, sociale, qui n'est pas du tout le modèle d'Air Corsica. Et puis qu'ils ont une marge d'investissement supérieure à la vôtre ? Alors, il y a souvent des investissements très supérieurs parce qu'il y a une optimisation fiscale et sociale au départ. Alors un chiffre, 3 600 000, plus de 600 000 passagers transportés l'an passé par les compagnies aériennes en Corse, plus d'1 700 000 pour Air Corsica. On l'a vu, au fil des ans, vous progressez en nombre de passagers, mais vous perdez des parts de marché avec l'arrivée de la concurrence. Comment fait une petite compagnie comme Air Corsica pour concurrencer donc les structures comme EasyJet, Volotea, on en parlait à l'instant ? Eh bien écoutez, nous essayons d'adapter nos prix par rapport au marché. Les low cost ne le sont pas toujours. Nous avons, comme tout le monde aujourd'hui, des outils informatiques qui nous permettent de mesurer les comparatifs de prix. Et donc, très souvent, nous sommes, comment dirais-je, nous n'avons pas à rougir de nos prix. Voilà. On va y venir tout à l'heure à la tarification. Autre indicateur, les transports sont indissociables du tourisme. Un tourisme qui progresse peu, 3 millions environ par an, et un étalement de la saison qui ne permet pas une progression rapide de l'aérien. Donc, où est votre marge de manœuvre ? Si vous voulez, l'aérien, si vous le regardez globalement au niveau des statistiques, l'aérien a pris au maritime. Oui. A pris au maritime sur les destinations de longue durée, donc de longue distance, pardon. Donc en clair, le gâteau est resté à peu près stable au niveau de la taille du trafic global, et l'aérien en a pris une partie. Comment faisons-nous pour nous mettre en position de performance dans cette situation ? Nous occupons des terrains, des lignes, nous offrons des produits et des prix qui sont acceptables.
Alors, au moment de la tenue du salon Connect le mois dernier, une communication de la ville d'Ajaccio disait ceci: développer les lignes aériennes, c'est favoriser le tourisme. C'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que l'aérien doit se développer pour accroître la population touristique, ou bien les transports dépendent-ils de la stratégie touristique d'une région ? Il y a un petit peu des deux, à savoir qu'on peut toujours considérer que le transport c'est un petit peu lourd, c'est de la logistique, c'est un peu kafkaïen, ça met du temps à répondre, etc. Mais ça suit. Généralement, ça suit. Qui fait les premiers pas? Comment sont les investissements? Quelles sont les capacités d'hébergement? Je note que sur la Corse aujourd'hui, la notion d'hébergement non marchand doit dépasser les 2/3. C'est-à-dire que les structurations d'offres, de propositions de produits autour de produits plus traditionnels, notamment autour de l'hôtellerie et la résidence hôtelière, aujourd'hui, pour le coup, elle est très concurrencée par un autre moyen. Donc, effectivement, ce genre d'hébergement change aussi la durée du transport et l'organisation du transport. Des séjours plus courts. En clair, on va certainement voir une baisse des nuitées et une augmentation du trafic. Donc un changement de la consommation de la Corse. Un mot sur la proposition de l'Office des Transports, ce métro, cette mise en place d'une ligne entre la Corse, l'Italie, la Sardaigne, pour quelle clientèle? Et est-ce que cette ligne ne concurrencerait pas le maritime qui existe déjà? En clair, avec de la Terre 72 ou ce genre de produit, je ne pense pas qu'on soit en capacité de faire des grandes concurrences à des capacités maritimes qui sont de l'ordre d'un 747, voire plus, en termes de capacité. Non, mais en clair, la clientèle italienne est une clientèle essentiellement tournée vers le maritime. Donc, à qui s'adresse cette ligne si elle est mise en place? Nous avons de la clientèle italienne qui viennent par de la correspondance sur nos lignes. Donc, en clair, l'idée, c'est d'avoir, dans ce schéma, de tester de nouveaux marchés dans une proximité géographique. L'idée de la collectivité est d'avoir autour d'une zone d'achalandise qui est notre proximité, la Toscane, la région de Rome, la Sardaigne, la Catalogne, voire les Baléares, une possibilité de faire de l'échange intérieur. Donc tout ça, ça aura besoin d'être testé, d'être mis en production. En tout cas, on y travaille en matière d'études de marché. On regarde les moyens à y adapter, soit des moyens internes de l'entreprise, soit avoir de nouveaux moyens pour essayer justement de créer un nouveau lien, de nouveaux marchés. Souvent, le marché, vous savez, est un peu aveugle et il faut l'aider. On va terminer sur la tarification, vous en parliez à l'instant. Tarif résident, plein tarif, tarif low cost. Alors aujourd'hui, le tarif de bord à bord pour un résident est d'environ 160 €. Pour partir à Paris, 260 €. Quand on prend un billet en ce moment en plein tarif, c'est entre 300 et 400 € pour Paris et 200, 300 € pour le continent. Sauf que si on regarde les EasyJet, on peut arriver à prendre un billet à 70, 100 €. Comment vous faites pour ajuster le tarif résident, le plein tarif et rester concurrent? Écoutez, tout d'abord, il faut remettre un peu les choses en perspective par rapport aux tarifs. Il y a les effets d'affichage et puis il y a les réalités. En clair, sur les lignes de Paris, les passagers qui payent entre 0 €, on va dire 1 € et 100 € maximum l'aller simple hors taxe, c'est-à-dire 200 € l'aller-retour maximum. C'est-à-dire que là-dedans, il y a des passagers à 50, 60, 70, 80 €. Ça représente 70% du marché. Les pleins tarifs, ça représente, selon les périodes, mais sur une moyenne annuelle, quelque chose qui tourne aux alentours de 5% du marché. Donc, il y a une communication souvent qui est faite en disant que la Corse est très chère avec des billets à 500 €, c'est 5% du marché, pas plus. Le reste... Donc, plein tarif, ils ont la possibilité de trouver un aller à 75 € par exemple. Ah oui, oui. Alors des fois ça ne correspond pas au jour parce que certaines clientèles veulent à tout prix se déplacer le vendredi soir. Comme les low cost, il faut se plier au jour. Et donc vous allez retomber avec le mode low cost à des tarifs où pour le coup, souvent, on l'a vu sur certaines destinations, ils sont bien supérieurs à nous. Alors ce n'est pas une fin en soi, mais nous avons besoin nous aussi d'avoir un équilibre économique par rapport à nos lignes. Les fonds publics étant limités, ils sont limités, et contrairement à ce qu'on peut croire, nous ne sommes pas compensés quoi qu'il arrive. Nous avons des obligations en face et nous avons des plafonds. C'est-à-dire que si, dans certaines délégations d'autres modes de transport dans le passé, on couvrait l'absence de recettes, chez nous, ce n'est pas le cas. En tout cas, merci Philippe Dandrieux d'être venu sur ce plateau ce soir.
C'est le fleuron de l'industrie insulaire, la Rolls-Royce Corse. Cela s'appelle le PIAC, le pôle des industries aéronautiques de Corse. Ces entreprises ont du travail pour les 5 prochaines années. En tête de gondole se trouve CCA, Corse Composite Aéronautique, qui décroche les marchés de fabrication pour Airbus. 30% de cette fabrication se fait en low cost, en Tunisie. Impératif exigé par Airbus, ce qui permet de sous-traiter tout le reste en Corse. C'est ainsi qu'est né le PIAC dont fait partie l'entreprise World Air Composite. C'est le portrait d'entreprise. Il est signé Céline Roxel et Jacques-Paul Stéphanie. Lui, c'est un ancien de Corse Composite. Il est aujourd'hui à la tête de l'un des 2 groupes de sous-traitance du pôle aéronautique. Et la notion de pôle, c'est primordial. Aujourd'hui, je pense que s'il n'y avait pas eu le pôle aéronautique, on n'aurait pas autant d'emplois, on n'aurait pas autant de monde. Car Corse Composite a besoin, c'est une grosse société qui est très performante, a besoin de gens compétents sur la région pour pouvoir, eux, se développer à l'international et être sûr que les productions qu'ils mettent en charge chez nous, donc des rangs 2, soient bien faites avec les bonnes qualifications. La matière première est fournie au groupe par Corse Composite. Ici, on va dans un premier temps découper et mouler. Le pôle aéronautique interagit comme une chaîne. Bon, on va dans le timing, c'est bon. Ok. Bon, on va voir la suite des pièces. Le groupe World Air Composite, créé en 2005, compte aujourd'hui 93 salariés contre 12 à l'origine et son chiffre d'affaires atteint 4 728 000 €. Il était de 318 000 € il y a 12 ans, c'est dire. Donc comme ça, quand dès que c'est fini, on est bon. Hein? Un groupe, 2 entités qui travaillent en synergie et tout le process que vous voyez là est qualifié par Airbus. Même l'environnement n'est pas anodin ici. Non, tout est tempéré. Je veux dire, l'hydrométrie est contrôlée, tout ce qui est la température, l'air est recyclé justement pour apporter les meilleures conditions de moulage. Pour s'équiper d'une machine comme celle-ci qui cuit les pièces, il a fallu débourser 500 000 €. Depuis l'origine, le groupe a investi 3 millions d'euros pour devenir l'une des références de la sous-traitance au niveau national. Et voilà un Karmama réacteur. La prochaine fois que vous monterez dans un Airbus, vous saurez qu'il y a forcément une pièce fabriquée ici et la chaîne continue. On va pouvoir démouler la pièce qui est là terminée sur la première phase. Ensuite, elle va encore suivre d'autres cycles en fait. On va avoir ce qu'on appelle le détourage. Il va y avoir du perçage, de l'ajustage, de la peinture et de l'équipement. Et tout ça se passe dans les 7000 m² de locaux qui commencent à se faire trop petits. Il va falloir augmenter la surface de travail de 30 à 40% d'ici 2 ans. Ceci afin d'assurer la sous-traitance des marchés décrochés par Corse Composite sur l'A350 et le New Engine Option, avec des contraintes de chaîne toujours drastiques. La traçabilité est importante dans l'aéronautique, parce que si demain il y a un crash, on va croiser les doigts. Il va falloir remonter et voir, par exemple, pour pouvoir isoler un lot de colle, un lot de peinture, un lot de tissu qui serait défectueux. Et pouvoir écarter, donc remonter par rapport à la pièce et ensuite écarter toutes les autres pièces qui seraient susceptibles d'avoir ce défaut. Donc, ça met la pression? Oui, ça met la pression, ouais, un peu, ouais. En rang 1 du pôle, il y a Corse Composite, mais des entreprises de rang 1, on en trouve aussi sur le continent. Pour les sous-traitants du pôle aéronautique corse, il y a donc des marchés à prendre ailleurs. Nous, l'objectif, c'est de se diversifier, de ne pas rester qu'avec un seul client. Et il y a vraiment du travail dans l'aéronautique. Il faut savoir que le trafic passager mondial est à plus 5% par an sur les 20 ans qui viennent. C'est tiré surtout par l'arrivée massive des classes moyennes en Chine, enfin dans tous les pays asiatiques. Lui ne se demande pas ce que son groupe va faire ces 5 prochaines années. Un miracle de technologie dans une zone d'activité qui ne dépasse pas les 1,2 giga de débit Internet. Impôt, prélèvement à la source au 1er janvier 2018, le dispositif RAS retenu à la source devrait s'appliquer. Comment va se passer sa mise en œuvre? C'est l'info pratique du mois de Linda Gendre-Peretti.
Bonsoir Linda, merci d'être là. Alors expliquez-nous, entre 2017 et 2018, la mise en place de ce dispositif RAS risque d'être compliquée tant pour l'employeur que pour les salariés. Comment faire pour passer d'un impôt déclaratif à un prélèvement à la source? Alors effectivement, c'est bien cette année la dernière fois qu'on payera notre impôt sur le revenu selon le principe du tiers payant. Donc dès l'année prochaine, la retenue à la source. Concrètement, l'administration fiscale va nous attribuer à tous les salariés, un taux individuel. Ce taux individuel, pour la première fois, sera informé sur la feuille d'imposition qu'on va recevoir en août prochain, celle pour les revenus de 2016. L'employeur devra prouver qu'il a bien reçu cette information en l'intégrant dès le mois de septembre dans la DSN. Vous savez, déclaration sociale nominative, qui concerne une information mensuelle obligatoire sur toutes les données sociales du salarié. Alors après, en cas de changement, ou si le salarié a d'autres revenus que son seul salaire, comment l'employeur doit-il gérer? Alors surtout, il ne doit rien gérer. L'administration fiscale reste le seul interlocuteur et pour le salarié et pour l'employeur. C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun échange direct sur le thème des impôts entre l'employeur et le salarié. Le salarié va continuer tous les ans à remplir sa déclaration annuelle de revenus. À partir de là, les services fiscaux vont prendre en compte tous les revenus. On peut être salarié de plusieurs entreprises, on peut avoir des revenus fonciers. Donc, va prendre en compte tous les revenus et va définir un taux individuel qu'elle va envoyer à l'employeur, qui devra l'appliquer dès le mois de septembre. Alors, mais comment l'employeur peut-il gérer ces informations quand il recrute un nouveau salarié, par exemple? Un nouveau salarié ou un jeune qui n'a jamais payé d'impôts. Tout simplement, il va y avoir des taux neutres qui vont être définis, 20 taux neutres en fonction des revenus du salaire net du salarié. Et l'employeur devra l'appliquer pour démarrer. L'année suivante, il y aura un changement. Et en cas de changement de situation de son salarié? Eh bien, le salarié doit informer l'administration fiscale. Un mariage, un divorce, un enfant qui arrive, aucune information directe entre le salarié et l'employeur. L'administration fiscale transmet l'info à l'employeur, qui a 2 mois obligatoirement, pas moins, pas plus, pour appliquer cette nouvelle tarification. Allez, on résume. Les obligations de l'employeur. Alors, appliquer les taux transmis par l'administration et seulement cela, dans les 2 mois après qu'ils aient été transmis. Déclarer tous les montants prélevés chaque mois par la DSN. Verser le mois d'après les sommes qu'on a récoltées pour le compte de l'administration fiscale, modifier les bulletins de paye, l'information doit être claire sur le taux appliqué, l'assiette et le montant retenu, et bien entendu garder le secret professionnel. Contraignant, hein, tout de même. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle dans tous ces changements? Pour cette année, il va y avoir un crédit d'impôt sur les revenus 2017. On ne va pas payer à la fois l'année prochaine les revenus de cette année et sur les revenus 2018. Donc un crédit d'impôt pour une année. Eh bien, merci Linda pour toutes ces informations très utiles. C'est l'heure à présent pour nous de notre feuilleton mensuel. Et Jean-Michel, Annie, Audrey, les collégiens des Padules et Thibaut, notre apprenti, participe enfin à ses premières épreuves des Olympiades. Track assuré, regardez. Nous y sommes, parc des expositions de Bordeaux. Arrivée de la délégation corse, prête à relever le défi des Olympiades des métiers. Après des mois de préparation, c'est enfin le moment de vérité pour Thibaut. Sérieusement les gars, faut qu'on motive tout le CFA les gars. Depuis des mois, Thibaut encourage ses coéquipiers. Mais s'il donne pour l'instant le change, il n'emmène pas large. La compétition de très haut niveau va se dérouler dans ce hall immense de 900 mètres de long. Conséquence, alors que les épreuves commencent, Thibaut se laisse submerger par la panique. Donc moi, je n'ai pas le droit de lui parler, ce qui est tout à fait logique. Je n'ai pas le droit de m'adresser à mes candidats pendant toutes les épreuves. Je ne peux pas lui poser de questions, je ne peux pas aller le voir, pas possible. Surtout que là, je ne le sens pas dans les bonnes conditions et ça me stresse d'autant plus, quoi, voilà. La compétition n'exclut pas la solidarité. Un des membres du jury va tenter de remotiver le jeune homme. Faut que tu te définisses un plan avant de te coucher. Et demain matin, tu arrives avec un plan fait. Comme ça, tu peux pas t'égarer. T'évites de partir en zigzag comme ça, tu vas te mourir. Mais le premier jour s'achèvera sur un gros coup de blues. C'est pas grave. Voilà. Après, c'est 1 point sur 10. L'épreuve se prolongera demain. Thibaut peut encore rattraper son retard s'il retrouve confiance en lui. La nuit peut-être portera-t-elle conseil. Allez, bonne nuit. À demain. À demain. Retrouvons en attendant nos collégiens des Padules.
Le mois dernier, ils avaient mis au point un système innovant qui délivrait et étalait la confiture, mais ils se heurtaient à un problème technique avec leur imprimante 3D. Notre prototype, à chaque fois, il brûlait, et du coup, on ne pouvait pas voir à quoi ça ressemblait à la fin. Depuis, cet ingénieur les a aidés à trouver une solution. En dehors des détails techniques de paramétrage d'imprimante pour que le produit diffuse bien, il y a aussi la conception de la pièce. Quand on choisit des pièces plastiques à poussoir, on choisit des faibles épaisseurs qui permettent de ne pas accumuler trop de chaleur dans la pièce. Conséquence, le capital confiance de nos mini-entrepreneurs repart en flèche. La marraine de la promotion est justement venue aujourd'hui pour constater les avancées. Là, les filles, elles sont pareilles, hein, sur l'invitation pour les actionnaires. Là, tu as le service communication marketing qui, lui, s'occupe de... Donc là, tout ce qui est publicité, etc. Et là, il prépare, pareil, l'Assemblée générale. Donc là, il travaille sur une banderole. Alors, on sent les orientations. L'orientation administrative, l'orientation créative avec les logos. Et ils se sont bien organisés pour cela. Si tout roule pour nos collégiens, Annie et Audrey se heurtent en dépit de leur sourire et une fois de plus à des péripéties. Cette fois, c'est le retard dans les travaux qui oblige à différer l'ouverture de l'épicerie en vrac. Une commande de 20 000 € est en cours, or la remise ne sera peut-être pas en état pour la réceptionner. Même si on retarde la venue de la marchandise, en attendant la marchandise elle est payée. Donc ça veut dire que plus on attend pour la réceptionner, plus on aura de temps entre la date de paiement et puis la date où on est censé la mettre en vente, ce qui nous met, ce qui nous fait une trésorerie, on fait beaucoup d'avance du coup. En espérant qu'Annie pourra trouver une solution, retrouvons en présent Jean-Michel. Aujourd'hui, l'hôtelier rend visite à un confrère. L'occasion pour eux de faire le point sur leurs activités respectives. Pour Jean-Michel, excentré, le mois de mars s'est avéré décevant. En fait, moi qui suis tout seul sur la route des Sanguinaires l'hiver, pour certains qui sont sur Ajaccio, c'est beaucoup moins difficile, on va dire, pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils chapeautent, il y a la chambre de commerce qui est pas très loin, les salons, les proximités au niveau des entreprises. Jean-Michel devra se montrer d'autant plus patient que cette année est particulière. Il y a des élections présidentielles et législatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les seniors qui se déplacent régulièrement vont mettre une attente, ils ne réserveront pas tout de suite, on les récupérera peut-être sur octobre. Avant de nous quitter, retrouvons Thibaut en ce deuxième jour d'épreuve. Le jeune homme plus détendu, plus concentré, va rattraper son retard de façon spectaculaire. Hélas, ce ne sera pas suffisant pour décrocher une médaille. Aujourd'hui, il tire les leçons de son aventure. Le jeudi, si j'avais pas stressé, si j'étais arrivé comme le vendredi, honnêtement, je pense que j'aurais pu avoir cette médaille d'excellence que je n'ai pas eue. La plupart des jurys qui étaient avec moi ont dit s'il avait travaillé comme ça pendant 2 jours et demi, il aurait été largement bien dans le classement, c'est-à-dire dans les 5 premiers. Thibaut aura bientôt un autre défi, décrocher un emploi après sa formation. Nous le retrouverons le mois prochain, lui, ainsi que nos acteurs de la vie économique insulaire. Et prochain rendez-vous avec Économie le 12 avril prochain. Dans ce nouveau numéro, nous retrouverons le plancher des vaches puisqu'il sera question d'agriculture bio. D'ici là, très belle soirée et à bientôt.